Là, je me disais, on se retrouve quand même avec un produit qui est en contact direct avec nos parties intimes, qui est une des parties du corps qui absorbe le plus rapidement. Comment est-ce que ça se fait que les composantes sont pas là? Je me suis mis à justement faire de la recherche et je suis tombée sur plusieurs études, dont certaines qui recensaient au niveau des marques plus traditionnelles qu'en moyenne, on retrouve de 20 à 30 produits chimiques dans les produits menstruels qui se retrouvent habituellement là, sur les tablettes de pharmacie et d'épicerie. Comment est-ce que ça se fait qu'on n'en parle pas plus? Là, je me suis dit, attends une seconde, là, il faut absolument faire de quoi? Et c'est là que j'ai décidé de lancer Iris et Arlo. Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Donc, Lara et moi, merci beaucoup d'être avec moi sur Ambitionnelle aujourd'hui. Merci énormément pour l'invitation, ça fait hyper plaisir. Hein? Lorsqu'on s'est rencontrés avec la Jeune Chambre de commerce des femmes du Québec, il y a 1 an, je pense, j'avais adoré ton parcours, mais pour ceux qui le connaissent peut-être pas, est-ce que tu voudrais me le re-raconter, en fait? Oui, donc Lara Raymond, donc je suis une entrepreneur, depuis toujours. Par contre, ce que j'avais pas planifié, c'était de lancer une entreprise dans les produits menstruels, donc de parler de ce sujet qui est assez tabou encore au quotidien, avec souvent des inconnus qui ne sont pas toujours super à l'aise de parler de menstruation, de tampons, de serviettes, de cycles, comme ça. En fait, c'est arrivé un peu par hasard, si on veut, que j'ai lancé Iris et Arlo. J'ai toujours fait super attention à ce que je consomme, quels sont les impacts sur la santé, sur l'environnement, les impacts également d'un point de vue éthique, donc d'un point de vue social. Et tout ça a été déclenché quand j'ai pris une boîte de serviettes menstruelles et que c'était juste marqué « fait avec du coton ». Puis là, je me suis dit « attends une seconde, il n'y a pas juste du coton dans cette serviette-là, il y a d'autres composantes et sur l'emballage, il n'y avait rien d'autre qui était indiqué. Puis je trouvais ça un peu étrange parce que tu vas prendre ton pot de crème, n'importe quel shampoing, produit que tu vas consommer, donc que tu vas manger, et ça va être indiqué. Là, je me disais, on se retrouve quand même avec un produit qui est en contact direct avec nos parties intimes, qui est une des parties du corps qui absorbe le plus rapidement et ça s'en va directement dans ton sang. Et là, je me disais, comment est-ce que ça se fait que les composantes sont pas là? Et étant un peu hyperactive et faisant des fois de l'insomnie également, gracieuseté justement de mon cycle menstruel, j'ai écouté le podcast que vous avez fait sur le sujet, entre autres. Mais blague à part, je me suis mis à justement faire de la recherche et je suis tombée sur plusieurs études, dont certaines qui recensaient au niveau des marques plus traditionnelles qu'en moyenne, on retrouve de 20 à 30 produits chimiques dans les produits menstruels qui se retrouvent habituellement là, sur les tablettes de pharmacie et d'épicerie. Donc, c'est énorme quand on pense que c'est des pesticides, c'est des herbicides, des éléments qui sont cancérigènes, qu'il y a des perturbateurs endocriniens, que ça a été directement lié à l'endométriose, qui est quand même une condition qui touche une femme sur 10. Bref, quand je lisais ça, je suis un peu tombée en bas de ma chaise en me disant « Oh, OK, comment est-ce que ça se fait qu'on n'en parle pas plus en tant que tel? » Donc, ça a vraiment été tout d'abord un constat d'un point de vue santé qui a déclenché cette recherche-là. Et je dis que je suis un peu tombée dans le tonneau des Danaïdes parce que une étude a mené à la lecture d'une autre. J'ai lu à peu près tout ce qu'il y avait sur le sujet. Et rapidement, tu réalises aussi les impacts environnementaux. Donc, juste pour te donner un exemple, une simple serviette menstruelle, elle peut prendre jusqu'à 800 ans pour se décomposer. C'est fou parce que une personne qui utilise, dans le fond, qui est menstruée, va utiliser jusqu'à 15 000 produits dans sa vie. Et là, je parle même pas des applicateurs tampons qui, dans la majorité des cas, sont faits de plastique qu'on va utiliser une milliseconde et la majorité se retrouve jetée. En fait, il y a beaucoup de gens qui les flushent dans la toilette. Ouais. Ah. OK. À ne pas faire. Non, c'est ça, je comme ça, c'est écrit partout, genre ne pas jeter quoi que ce soit d'autre qu'il y a du papier de toilette, mais bon.
Ouais, sait-on jamais. C'est ça. C'est pas le cas. Donc, ça cause énormément d'enjeux au niveau là, des systèmes d'épuration. Mais au-delà de ça, en fait, ça devient des microplastiques qui, évidemment, se retrouvent dans nos nappes phréatiques, dans nos environnements, etc. Donc, ça a été vraiment, 1, santé, 2, l'environnement, et 3, ayant toujours été entrepreneur, ayant toujours eu l'immense plaisir de collaborer avec des équipes d'un point de vue design, donc toujours dans une optique d'éducation pour faire passer des messages, ben, je me questionnais à savoir comment ça se fait qu'on se retrouve encore avec des packaging, ces tablettes qui sont roses, avec des fleurs, avec des filles qui courent sur le devant de la boîte, même si, je veux dire, écoute, on collabore avec des athlètes olympiques qui sont extraordinaires. Mais la réalité, c'est que la majorité d'entre nous, la dernière chose qu'on a envie de faire quand on est dans cette période-là du mois, c'est d'aller courir un marathon. Là. Exact. Ouais, non, vraiment. Peut-être faire de l'activité physique un petit peu plus douce ou adaptée. Mais bref, je me questionnais à savoir, ben, pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec ça? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve aussi avec des petits sacs de plastique cheap que ben, quand tu l'ouvres, tu te ramasses avec des tampons, des serviettes partout dans ton tiroir? Donc, je me suis mis à me questionner, puis à chercher une marque, dans le fond, d'ici, qui était bonne pour le corps, bonne pour l'environnement, qui était bien designée, autant d'un point de vue esthétique, donc qui piquait pas les yeux, et qui était aussi pratique. Et ben, j'ai rien trouvé. Et ça a été 2 autres éléments qui ont fait en sorte qu'à un certain moment, en tant qu'entrepreneur, je me suis dit, j'en connais trop. Je sens que j'ai une responsabilité de faire quelque chose pour amener un changement dans la société. Et ça a été toute la question de précarité menstruelle, de même que la question d'éducation. Donc, la précarité menstruelle, on parle, dans le fond, de 27% des Canadiennes. Et ce chiffre-là, il grimpe à 34% au niveau des Québécoises qui sont touchées. Donc, ça peut être le fait de soit carrément devoir faire le choix entre la nourriture sur sa table, un toit sur sa tête et un produit qui est essentiel. Quand on regarde la pyramide de Maslow, tu décides pas si et encore moins quand tu es menstruée. Ça fait juste arriver. C'est vraiment là, à la base. Donc, c'est vraiment le fait de, des fois, devoir carrément faire le choix entre un produit essentiel, de la nourriture, faire des sacrifices financiers pour s'en procurer, de porter ou d'utiliser des produits pour une plus longue durée que ce qui est recommandé pour la santé. C'est extrêmement nocif. Là. Ben oui, je veux dire, un tampon, par exemple, je veux dire, tu peux avoir, dans le fond, il y a le syndrome du choc toxique. C'est ça, donc, puis même une serviette, je veux dire, il y a quand même une certaine durée selon laquelle tu devrais la porter pour ne pas créer là, d'autres enjeux d'un point de vue santé. Et beaucoup de personnes qui vont utiliser des alternatives. Donc, des sacs de plastique, des bas, des éponges de cuisine, bref, n'importe quoi qui absorbe ou qui peut contenir du sang. Et ben ça, évidemment, ça peut mener à des complications. Ben c'est sûr. En tant que tel, c'est tellement dangereux parce que c'est pas fait pour être là. Puis ensuite, c'est encore plus toxique que n'importe quoi que tu pourrais mettre dans ton corps. J'ose imaginer, comme par exemple une éponge de vaisselle. C'est pas optimal, là. Non. Mais c'est triste de penser que certaines personnes n'ont pas le choix de faire ça pour subvenir à leurs besoins, qui sont littéralement niveau 1 pyramide de Maslow. Le besoin physiologique, c'est là. Exact. Donc ça, moi, c'est vraiment venu me toucher parce que ben, j'ai toujours été super impliquée dans ma communauté. J'ai eu l'occasion là, de siéger sur différents conseils d'administration qui travaillaient justement avec plusieurs OBNL pour diminuer, en fait, la pauvreté qu'on retrouve un peu partout à travers le Canada. Puis je me disais, ben ça fait pas de sens qu'on se retrouve avec des pourcentages. On parle quand même 27% à l'échelle du pays, 34% à l'échelle du Québec. C'est énorme. Ça a un gros impact socio-économique quand on regarde, en fait, l'espèce d'effet papillon que ça peut avoir. Donc ça, c'est vraiment venu me toucher. Et l'autre élément, c'est toute la question d'éducation. Donc, on parle de 1 jeune sur 4 qui ne sait pas c'est quoi des menstruations et 1 sur 3 qui ne sait pas comment les gérer. Donc, bref, ça a été la santé, l'environnement, le fait que ben, les designs, en fait, ne sont pas du tout adaptés, autant d'un point de vue esthétique que pratique, la précarité menstruelle, de même que l'éducation, qui ont fait en sorte qu'à un certain moment, je me suis dit, OK, là, j'en connais trop, il y a des enjeux. On parle de quelque chose qui touche 50% de la population à peu près pendant environ 40 ans de notre vie. Et je ne sais pas si tu l'as déjà calculé, mais moi, quand j'ai réalisé ça, là, si on met bout à bout nos menstruations, on va être menstrué pendant presque 7 ans en continu. Oh my God. C'est J'ai énorme. comme mal à y penser. Oh my God, 7 ans, c'est tellement beaucoup. Wow. C'est ça. Donc, c'est 7 ans de notre vie, en fait, où on est menstrué, que ça fait partie, en fait, de notre quotidien. Fait que là, je me suis dit, attends une seconde, là, il faut absolument faire de quoi.
Et c'est là que j'ai décidé de lancer Iris et Arlo. Et bien évidemment, j'ai fait mon étude de marché, on a fait des focus group, etc. Et rapidement, ben, tu réalises, il y a 2 multinationales qui occupent la majorité de ce marché-là. Donc, n'ayant pas de riches oncles ou quoi que ce soit, mais ayant cette fibre entrepreneuriale-là et ce désir de vraiment changer les choses, je me suis dit, ben, comment est-ce qu'on peut développer un modèle d'affaires qui va nous permettre de se créer une niche et de quand même amener ces changements-là dans la société. Et c'est là que je me suis dit, dans les entreprises, dans les écoles, dans les institutions publiques, il y a des salles de bain partout. Ben oui. On se pose pas la question, il va-tu y avoir du papier de toilette? Il va-tu y avoir du savon à main? Il y en a. Mais des produits menstruels, très rarement. Donc, on a vraiment développé une solution clé en main pour ces organisations-là afin qu'elles puissent offrir justement des produits qui sont sains pour le corps, sains pour l'environnement à leurs équipes de manière hyper aisée. Et aujourd'hui, on est dans plus que 400 organisations un peu partout à travers le pays. Et notre objectif étant justement de rendre ces produits-là accessibles. Donc, on est 100% sur du coton bio. Tous nos produits sont biodégradables, compostables d'environ 150 jours. Donc, on est loin du fameux 800 ans, là. C'est ça, exactement. T'es comme deux mondes entièrement différents. Au fur et à mesure que tu parlais, je me disais, d'où est-ce que t'es venu le nom Iris et Arlo? Parce que c'est quand même assez original, tu sais. Puis en ce moment, je suis comme, c'est quoi le lien entre les produits menstruels et ça? Oui, c'est pas des enfants, c'est pas des animaux ou quoi que ce soit là, et c'est pas des personnes en tant que telles. En fait, Iris, c'est pour la fleur, qui est un symbole d'inclusion. Donc, pour nous, lorsqu'on accompagne une organisation afin qu'ils puissent offrir des produits à leurs équipes, c'est vraiment un pas de plus vers l'inclusion par rapport aux besoins de tous. Et c'est également là, un clin d'œil à l'iris de nos yeux. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les gens de leur première règle et ce, jusqu'à la ménopause. Donc, comme on a la plus large gamme de produits, donc on a des produits, donc tampons, serviettes, on a également toute une gamme de produits réutilisables qu'on lance très bientôt, incluant des culottes menstruelles. Et on sait que nos besoins vont changer. Tu sais, une jeune fille qui va avoir ses premières règles versus quelqu'un qui est en périménopause, c'est pas les mêmes produits qu'on va utiliser. Donc, l'idée, c'est justement de s'adapter à chaque personne. Et Arlo, ça veut dire un petit cours d'eau entre deux montagnes. Donc, il y avait un petit côté un peu humoristique. Parce que, bon, voilà, même si c'est un sujet qui est sérieux, on se prend pas trop au sérieux quand même. Ben oui, exact. Pour déstigmatiser aussi, je pense que c'est l'une des meilleures manières de le faire, là. Ben oui, puis je veux dire, mon Dieu, si tu savais le nombre de jeux de mots qu'on a en interne, là, je veux dire, quand on cherche des taglines, etc., je veux dire, c'est voilà. Je pense qu'on pourrait écrire un livre à ce stade-ci. Mais Arlo, c'était aussi une référence, dans le fond, à la nature et au fait que, pour nous, l'environnement est au cœur de notre ADN. Et le plus est vraiment fait par exprès, parce que notre objectif, en fait, c'est que tout le monde soit inclus dans cette démarche-là, qu'ils aient ou pas des menstruations. Donc, par exemple, quand on déploie en organisation, on fournit toujours aussi une foule d'outils éducatifs pour que tout le monde soit au courant, puis que, ben, au final, ça devienne quelque chose de normal, puis qui fait partie de la vie. Ben c'est sûr, puis je veux dire, tu sais, moi, je me rappelle encore, lorsque j'ai eu mes premières règles, moi, j'étais très jeune, là, je pense que j'avais 12-13 ans. Puis justement, vu qu'il y avait personne autour de moi qui voulait en parler, tu sais, ma mère m'avait avoué aussi c'était quoi, puis elle était comme, tiens, voilà, tu prends ça, mais j'étais comme, on dirait que je me sentais tellement sale aussi, j'étais comme, arc, oh my God, comme je saigne, qu'est-ce qui se passe? Puis là, après ça, j'étais comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis juste avoir eu cette éducation, puis cette déstigmatisation autour des règles, puis dire, c'est normal, c'est correct. Il n'y a pas d'âge en tant que tel pour l'avoir, tu sais, il y en a qui l'ont eu à 13 ans, il y en a qui l'ont à 16 ans, mais comme avoir ce genre d'éducation, puis des produits aussi, parce que lorsque tu commences aussi jeune, ça veut dire que je mettais des produits qui ont justement énormément de produits toxiques dans mon corps, puis justement, comme tu le dis, on n'est aucunement au courant. Donc, toi, tes produits en tant que tels, c'est à base de coton organique, mais c'est quoi vraiment la différence clé entre les produits qui sont sur le marché, puis Iris et Arlo, qu'est-ce qu'ils offrent? Oui. Puis encore là, ben c'est ça, vu que la législation est quand même floue, en fait, la France a été le premier pays au monde cette année à mettre en place une législation qui oblige maintenant les manufacturiers à afficher l'ensemble des composants de leurs produits. Nous, évidemment, par transparence, c'est toujours affiché sur nos emballages. Donc, au niveau de nos tampons, on est 100% sur du coton GOTS. Donc, vraiment, autant au niveau
de l'extérieur que du corps absorbant du tampon. Ce qui rend nos tampons différents aussi, c'est le fait qu'ils ont tous ce qu'on appelle un voile de sécurité. Donc, si tu prends un tampon, je vais dire régulier ou commun d'une grande marque, tu peux en fait tirer souvent des fibres. Donc, avoir ce qu'on appelle en anglais du fiber shedding. Donc, vraiment certaines fibres qui vont rester à l'intérieur du vagin, ce qui évidemment peut mener à certaines complications. En tant que tel, là, si on ne veut pas avoir des fibres souvent dans ces cas-là, c'est de la viscose aussi ou même du coton qui reste à l'intérieur. Donc, nous, on a un voile qui vient vraiment empêcher qu'il y ait des fibres qui restent à l'intérieur de nous. Donc, ça, c'est vraiment là une immense différence. On a également, en fait, des tampons avec et sans applicateur. Donc, vraiment pour que les gens puissent choisir ce avec quoi ils sont plus à l'aise. Et ils ont également là, une petite corde qui est nouée au bas, donc qui permet plus facilement de retirer. Je pense qu'on a tous eu cette expérience où on essaie de trouver la fameuse petite corde. On la trouve pas vraiment. Là. Oh my God, est-ce que je vais rester poignée avec ça pour le reste de ma vie? Exact. Ouais. Donc, voilà, qu'on a tous eu, je pense, ce petit moment où on fait comme... C'est panique. C'est ça, on va prendre une grande respiration et ça va finir par sortir. Et au niveau de nos serviettes, ben en fait, c'est hyper simple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une serviette, c'est toujours composé de 3 couches en tant que telle. Donc, le voile supérieur, qui est vraiment la fine couche dans notre cas, qui est 100% du coton certifié GOTS. Donc, qui va être ce qui est en contact direct avec la peau. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le corps absorbant. Donc, nous, dans notre cas, c'est également que du coton certifié GOTS, donc 100% bio en tant que tel. Les gens qui prennent nos serviettes, souvent, l'une des premières réactions, c'est « Wow, ils sont donc bien minces! Okay. » Donc, elles absorbent tout autant. C'est juste qu'on a réussi à avoir un tissage, en fait, qui permet justement d'avoir une serviette qui est aussi mince. Parce que je pense pas qu'il y a personne qui aime l'espèce de feeling de « Oh, est-ce que je suis en train de porter une couche, là? » ou Exact. Tu te dis, oh, est-ce que les personnes y voient à travers mon pantalon? Oh, ouais. Le nombre de fois où mes amis et moi, on est genre, est-ce que ça paraît? Non, ok, t'es good, génial. Exact, tu sais, c'est pas. Déjà, tu te sens pas super souvent quand t'as tes règles. Ben là, tu vas encore moins avoir quelque chose qui paraît. Non, donc, ça, pour nous, c'était hyper, hyper important. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui vont dire, par exemple, fais avec du coton bio. Et c'est là où il faut faire attention au fameux greenwashing. Okay. Donc, souvent, lorsque les entreprises disent « fais avec du coton bio », c'est que le voile supérieur. Donc, si vous prenez une serviette et que vous la défaites, en fait, vous allez voir, le voile supérieur, c'est très, très, très mince. En fait, c'est un voile qui est perforé, en fait, qui permet, dans le fond, au flux sanguin, au flux menstruel, pardonnez-moi, en fait, d'être absorbé par le corps absorbant. Donc, en fait, c'est que cette couche-là. Et souvent, le milieu, en fait, est rempli de produits chimiques, est rempli de super absorbants qui ne sont pas biodégradables, qui sont, en fait, souvent des dérivés du pétrole. Donc, il y a vraiment, là, tu sais, ce petit voile-là, il sépare pas grand-chose, en fait, là, de nos parties intimes. Et dans notre cas, dans le fond, la couche, la membrane, en fait, là, qui fait que c'est imperméable, de même que notre emballage est fait à base de maïs sans OGM, ce qui fait en sorte que, en fait, l'entièreté de notre produit va être biodégradable d'environ là, 150 jours. OK. Puis, ça fait quelques fois que je t'entends dire certifié GOTS. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire en tant que tel, GOTS? Oui, donc GOTS, en fait, c'est pour... dans le fond, c'est une certification au niveau du coton organique. Donc, c'est le Global Organic Textile Standard. Okay. Donc, c'est la certification qui est la plus élevée au niveau du coton organique, qui va assurer vraiment une pleine traçabilité du champ de coton jusqu'au produit final. Et on est hyper fiers d'être la seule entreprise canadienne à vraiment avoir toute une ligne de produits qui est certifiée et pas juste du coton certifié. Et là, pourquoi je dis que c'est super important, ça, c'est parce que, dans le fond, au niveau de la certification, tu vas vraiment avoir des audits de tierces parties, autant au niveau du champ de coton, de nos partenaires manufacturiers, que nous-mêmes, on a reçu des auditeurs, dans le fond, à nos bureaux, à nos locaux, etc. On a dû suivre un processus très, 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 très long, même qu'ils nous ont dit il y a aucune entreprise en général qui se soumet à ces certifications-là par elle-même, mais pour nous, c'était hyper important. Ouais. Donc, GOTS, en fait, c'est vraiment la tranquillité d'esprit parce que c'est les plus hauts standards d'un point de vue santé. Donc, vraiment, là, aucun produit chimique qui est utilisé à aucune étape du processus. D'un point de vue, évidemment,
environnemental, mais aussi d'un point de vue humain. Donc, ça assure justement que tout est fait de manière éthique de A à Z. Puis ça, ben, c'est clé quand, justement, on cherche à changer les industries, changer les systèmes. Ben c'est sûr. Puis je veux dire, en tant que tel, quand je regarde les autres produits sur le marché, surtout, c'est tellement sûr que pour eux, tout ce qui compte, c'est juste de faire des profits puis de faire le tampon, la serviette qui va leur coûter le moins cher possible pour pouvoir maximiser tout ce qu'ils ont besoin. Lorsque vient notre santé, l'environnement, le monde dans lequel on vit, on peut pas continuer comme ça. Je pense que c'est dans un monde comme dans lequel on vit en ce moment, où Iris Serralo vient tellement faire la différence. Puis, en ce moment, vous êtes chez Costco. Vous êtes dans les grandes entreprises, pas les grandes entreprises, mais un peu partout, entreprises, éducation. Puis, est-ce qu'il y a d'autres places où est-ce qu'on peut vous trouver en ce moment? Oui, donc c'est ça, en fait, on est dans 400, un peu plus que 400 maintenant organisations, donc employeurs, écoles, institutions publiques à travers le pays. Et on est d'environ là, à 1000 points de vente parce que, et là je suis super contente, petite primeur, on lance en fait dans tous les Jean Coutu, de même que l'ensemble des Brunets. Félicitations! Et ça, pour nous, c'est immense en tant que, je veux dire, on est une petite PME, une petite équipe de 10 qui se donnons au quotidien. Puis, ben, d'avoir justement des grands joueurs qui décident de nous faire confiance, qui décident d'amener justement des produits qui sont, dans le fond, qui offrent une alternative qui est 100% saine pour le corps, pour l'environnement. Ben, c'est un très, très grand pas. Donc, on est vraiment, vraiment très, très contents là, de pouvoir être chez eux. On est également disponible dans tous les Family Prix, ce qui est pas peu dire. Donc, on est vraiment, vraiment très heureux. Puis moi, j'aurais jamais pu penser, quand j'ai lancé Iris Serralo, là, de ma table de cuisine toute seule, où voilà, j'avais plein de gens qui étaient en train de me dire que j'étais en train de faire un suicide professionnel. Ben non, voyons. Ben que aujourd'hui, cette vision-là que j'avais de m'assurer que tout le monde puisse aller justement à la pharmacie au coin de sa rue, puis ramasser un produit, puis pas avoir à s'inquiéter par rapport à la composition puis l'impact que ça a sur sa santé, de même que sur l'environnement. Donc ça, je suis vraiment, vraiment très, très fière puis contente là, qu'on puisse faire ça. Il y a de quoi, là. Je veux dire, en général, c'est juste des marques américaines qu'on voit. Donc, en plus, il y a une marque québécoise qui sont bonnes pour nous, qui vont être disponibles sur toutes les allées. Je veux dire, moi, je reçois aux Jean Coutu, Pharmaprix, whatever. Mais c'est sûr que si t'es là, moi, je vais vouloir prioriser des produits qui sont bons pour moi. Donc, j'ai très, très, très hâte d'aller acheter des produits. Mais sinon, justement, tu parlais que t'as commencé ça sur ta table de cuisine. Oui. Mais j'ose imaginer que, tu sais, ça ressemblait à quoi le processus de développement pour trouver toutes ces options-là puis faire le meilleur produit possible? Oui, mon doux, ça a été un long processus. Des fois, les gens ont l'impression, quand ils découvrent l'entreprise, tu sais, ça s'est fait en claquant des doigts du jour au lendemain ou quoi que ce soit. Non. Vraiment pas. Avant même d'incorporer l'entreprise, pendant 2-3 ans, j'ai fait de la recherche. Je veux dire, j'ai fait de la R&D, des allers-retours pour trouver les bons partenaires manufacturiers au niveau des prototypes. Ça a été extrêmement long avant que je me dise, OK, là, on a quelque chose qui se tient. On a quelque chose avec lequel on sait qu'on peut, avec confiance, aller au marché parce que tu as juste une chance de faire une première bonne impression. Puis là, on parle quand même de la santé des gens, donc c'est vraiment, vraiment important. Puis, finalement, ça a été en 2022, donc début 2022, où j'ai incorporé l'entreprise et je voulais quand même tester. Voir si cette idée, parce qu'on va se rappeler, on commençait pas tout de suite avec la vente au détail, on commençait avec le B2B, donc vraiment avec les organisations. Puis, on a lancé une campagne de financement participatif sur la ruche, donc au mois de mars, le 8 mars 2023, journée symbolique. C'est le même jour que j'ai commencé mon podcast. Ah, mon doux, écoute... T'en es passé des choses cette journée-là. Oui, c'est toujours une bonne journée. Exact. C'est ça, on a lancé une campagne sur la ruche pour justement tester. Puis je m'étais dit, si on réussit à aller chercher une centaine d'organisations qui disent, oui, nous, on va rejoindre votre mouvement. Donc, on l'a carrément brandé. On l'a appelé « Ensemble, changeons les règles », qui, aujourd'hui, est devenu un peu notre slogan. Ouais. Et je me suis dit, si on a ces 100 organisations-là, on a un modèle d'affaires, on sait qu'on est capable d'avoir cet effet d'entraînement-là puis de
vraiment amener les changements au niveau de la société? Et la réponse a été extraordinaire. Puis on a eu là, plus que 500 contributions au total, en incluant aussi là, les individus qui ont décidé de prendre des produits là, pour eux à la maison. OK. Puis, lorsque tu as créé les serviettes naturellement, tu avais des manufacturiers, tu regardais avec qui tu faisais affaire pour créer la serviette en tant que telle. Oui. Mais les prototypes, est-ce que c'est toi qui les as fait toi-même? Comme tu as assemblé les trucs ou comment ça a fonctionné? Ben, ça prend quand même de la machinerie, là. C'est ça, je me dis. Je veux dire, si vous regardez une serviette, un tampon, c'est ça. Tu sais, je veux dire, tu peux pas te mettre à coller ça avec, je veux dire, de la crazy glue, là. Il y a pas... voilà, ça prend quand même beaucoup de machinerie, etc. Donc, c'est vraiment un travail en collaboration avec les partenaires manufacturiers, d'où énormément d'allers-retours parce que, tu sais, il faut prendre en considération, c'est des gros joueurs. Puis moi, j'étais, à ce moment-là, tu sais, une fille un peu toute seule, random, dans ma cuisine, avec une idée. Eux, faut que tu les convainques aussi que, ben, c'est pas juste, pardonne-moi l'anglicisme, mais un pet project. Ouais. T'es sérieux par rapport à... Que j'étais super sérieuse par rapport à cette démarche-là, par rapport au fait de lancer une entreprise, qu'il y avait une business derrière aussi pour eux. Parce que quand on développe comme ça, ben souvent, chacun va investir du temps, de l'argent, des ressources. Donc, il y en a plusieurs, en fait, des manufacturiers au début qui me regardaient puis qui me disaient « Ah, ça marchera pas. Moi, non, on n'est pas super intéressés. » Et finalement, on en a certains qui ont dit « Intéressant. OK, on va vous donner une chance. On va collaborer. » On continue d'ailleurs à collaborer avec ces manufacturiers-là aujourd'hui. Mais il y en a certains qui, dans le temps, nous ont dit « Ah, ouais, ça va pas fonctionner. Ça fonctionnera pas. Vous allez être trop petits, etc. » Qui maintenant, ils me renvoient des courriels. Ils sont comme « Ah, finalement, ça a fonctionné votre affaire. On est toujours là, nous aussi. » Donc, c'est ça. Je pense que mais ça, c'est le parcours de tellement d'entrepreneurs que, voilà, faut que tu essaies, faut que tu cognes à des portes, tu vas te faire dire non, puis tu continues, puis tu lâches pas, là. Ben c'est sûr, là, puis je veux dire, c'est comme au début, je pense que c'était dans un épisode avec Séverine Labelle, dont on parlait aussi du financement pour les entreprises féminines. C'est tellement plus compliqué à aller chercher, puis je veux dire, je pense que je disais dans un livre qui est en tant que tel dans l'argent des VC, il y a à peu près comme 7% maximum qui s'en va aux femmes, le reste, c'est juste des entreprises qui sont à... Ou du moins, je pense que c'était 7% seulement une entreprise qui est fondée par des femmes, puis ensuite, la proportion est comme à 15% quand tu as un homme et une femme à peu près, puis ensuite, le reste, ça va juste à des entreprises créées par des hommes. Donc, toi, en tant que tel, tu as commencé ton financement avec La Ruche. Oui. Est-ce que ensuite tu es allé faire affaire avec des plus grandes entreprises et tout ça? Comment ça a fonctionné? Oui, donc on a commencé vraiment avec La Ruche pour à la fois, oui, évidemment, la question de financement. Donc, on avait la campagne de financement participatif, mais ce qui est intéressant avec La Ruche, en plus d'être une plateforme, dans le fond, québécoise, c'est également le fait qu'ils ont différents programmes qui permettent, en fait, d'apparier les montants. Donc, nous, ça a été avec le Fonds 1001 pour la jeunesse qui est supporté par le secrétariat à la jeunesse. Donc, on avait un objectif de 100 000 $ et si on ramassait, donc si on atteignait ce 100 000 $-là, il venait bonifier d'un autre 100 000 $. Oui, c'est OK. Donc, c'est quand même extrêmement, je pense qu'à ce moment-là, on était une des plus grosses campagnes sur La Ruche par une entreprise privée. C'était tout un défi dans le sens que chacune des 500 personnes qui a donné, on leur a parlé. Donc, on a parlé à plus que 500 personnes, évidemment, beaucoup pour arriver à cette campagne-là. Donc, ça se fait pas non plus par magie, une campagne de socio-financement. Donc, on a eu ça pour commencer. Pour lancer une production, donc vraiment démarrer une entreprise dans notre industrie, ben il y a énormément de barrières à l'entrée au-delà des certifications qui sont octroyées. Donc, il faut aller chercher auprès de Santé Canada. Il y a également toute la question, parce qu'on n'est pas dans un produit de luxe, même si je me suis fait suggérer que je devrais le positionner comme un produit de luxe. Moi, ça allait vraiment à l'encontre de mes valeurs, ça allait à l'encontre de la raison même de pourquoi je lançais, pourquoi je démarrais Iris et Arlo. Au contraire, moi, je voulais que ce soit accessible. Donc, on avait quand même besoin de certains volumes au niveau de notre production pour arriver à un coût qui, à la fois, permet
de faire rouler l'entreprise. Parce que ça nous prenait, dans le fond, de l'argent pour réinvestir, pour payer des salaires, etc. Et en même temps, arriver aussi à un prix qui fait du sens pour les gens, pour qu'ils aient une option, en fait, là, qui ne va pas coûter le double ou quoi que ce soit lorsque ça arrive sur une tablette de magasin. Donc, par la suite, on a été chercher différents prêts. Donc, justement, Evol, la BDC, on a également eu le CEIM, etc. Donc, plusieurs organismes qui soutiennent justement l'entrepreneuriat au tout début. Ça nous a permis de passer nos premières commandes, donc de par la suite faire nos premières livraisons. Et plus récemment, là, on a été là, en ronde de financement, je vais dire, plus traditionnel là, au niveau VC. OK. Parce que c'est vraiment intéressant ce que tu dis par rapport aux produits naturels, que tu voulais rester abordable. Parce que je pense qu'il y a aussi une autre chose qui stand out, en fait, lorsque tu t'en vas chercher du financement, c'est mets ton produit plus cher, tu vas faire plus de profit. C'est toujours à propos de l'argent. Mais, tu sais, toi, ton entreprise, c'est à valeur sociale, environnementale et tout ça. Donc, je trouve ça intéressant parce qu'en général, les produits naturels qu'on voit sur le marché vont être effectivement plus chers que les produits génériques. On le voit que ce soit dans le marché de l'alimentation, que ce soit dans le marché du bien-être, peu importe c'est quoi, ça va probablement être plus cher. Je pense personnellement, c'est aussi pour ça qu'on a autant de problèmes de santé de nos jours. Mais en tant que tel, toi, en ce moment, c'est le coût est de combien pour une boîte de serviettes, de tampons et tout ça, puis comment ça se compare au marché? Oui, c'est extrêmement variable dans le sens qu'on a différents formats. Donc, évidemment, par exemple, nos plus petites boîtes, donc qui vont contenir 16 tampons, vont évidemment être un peu plus chères que celles qui sont en vrac. Par contre, lorsqu'on compare avec les produits qui vont se retrouver justement là, sur les tablettes dans les différents créneaux, en général, on va être 10 à maximum, dépendamment, parce que c'est pas toujours nous qui établissons les prix, 20 de plus cher. Mais les gens comprennent aussi que oui, mais en fait, à long terme, est-ce que cet investissement-là, qui va être de quelques sous de plus, vaut la peine, compte tenu que c'est quand même quelque chose qui est en contact direct avec tes parties intimes, qui absorbe directement et que ça s'en va dans ton sang. Donc, il y a ça, un. Mais la deuxième chose, c'est que de notre côté, en tant qu'entreprise, on travaille hyper fort pour justement s'assurer que nos produits restent accessibles. Donc, on a créé récemment les premiers formats en vrac. Donc, on appelle ça, c'est vraiment nos sacs. Ça ressemble carrément presque à un sac à café en tant que tel, là, une espèce de sac, dans le fond, là, qui se referme, qui est 100% recyclé, 100% recyclable, qui sont des mini, on les appelle à l'interne, nous, nos mini-vracs. Et l'idée, en fait, c'est que les personnes peuvent prendre nos boîtes typiques, donc nos belles boîtes qualitatives en papier FSC, carton qui sont super solides, et par la suite, les re-remplir. Et ces sacs-là, en fait, au niveau du prix, quand on compare avec des produits traditionnels, on est à peu près au même prix. Donc, on a vraiment réussi à venir diminuer ce prix-là. Puis évidemment, tous les produits là, qui sont en vente là, chez Costco, on est hyper concurrentiel. Mais là, c'est sûr que tu parles quand même de formats. C'est des formats Costco. Jumbo, là. C'est ça. T'en as pour l'année et des fois plus. C'est ça. Mais ma prochaine question était par rapport à la santé des femmes. Mais c'est vrai que les sous de plus que tu vas investir, parce que c'est un investissement acheter ce genre de produit-là, parce que c'est un investissement vers ta santé. Puis moi, ce que je me demandais, en fait, c'est que selon toi, comment est-ce que utiliser des tampons, des serviettes ou quoi que ce soit qui sont faits avec du coton biologique naturel va venir influencer pour le mieux notre santé en tant que femme sur le long terme? C'est quoi les impacts que ça va amener, mettons? Donc, la différence, en fait, va être majeure entre choisir un produit, dans le fond, conventionnel, que ce soit avec du coton qui n'est pas organique, ce qui veut dire que il y a de très fortes chances qu'il ait été arrosé de pesticides, d'herbicides. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'il n'y a pas de processus dans le cadre de la manufacturation qui va enlever ces pesticides et ces herbicides-là. Et on sait qu'il y en a énormément qui sont cancérigènes. On a juste à regarder les différentes études sur, par exemple, l'impact sur la santé que ça a des travailleurs dans les champs de coton. Et ce qu'il faut garder en compte, c'est que, en fait, ces produits-là vont quand même être dans le tampon, dans la serviette, qui, par la suite, est en contact, dans le fond, avec cette partie-là de notre corps qui va absorber directement. Au-delà de ça, il y a plusieurs études, justement, qui ont lié les produits conventionnels à
dans le fond, l'endométriose. Et c'est quand même une condition qui touche une femme sur 10. On sait que malheureusement, au niveau de la santé des femmes, il y a encore très, très peu d'argent qui est investi au niveau des études. C'est très récent que même les femmes soient incluses lorsqu'on parle, c'est ça, des différentes études. Et on espère qu'un jour, il va y en avoir qui vont vraiment étudier les effets à long terme d'utiliser des produits, je veux dire, conventionnels versus des produits qui sont certifiés organiques. Hopefully, un jour, les produits certifiés organiques vont devenir ceux qui sont conventionnels. Nous, c'est ça pourquoi on travaille, dans le sens que même, tout à l'heure, tu me demandais justement au niveau du prix, mon objectif, c'est qu'on devienne en fait le produit le plus abordable parce que, de facto, en tant que société, c'est le produit qui est organique qui devrait être le plus accessible, qui devrait être le plus abordable parce que, je veux dire, c'est sûr, ça a un effet papillon dans le sens que, OK, si on prend un produit comme ça puis qu'on se dit, c'est pas grave, tous les autres effets, OK, mais c'est quoi les effets systémiques à long terme de prendre un produit qui est rempli de produits chimiques si finalement, ça va causer des enjeux de santé, que la personne va devoir être hospitalisée, que, je veux dire, c'est sûr que ça va coûter beaucoup plus cher à long terme que à la source, s'assurer que ce soit des produits qui sont sains, qui sont durables, qui sont utilisés au quotidien. Puis c'est la même chose par rapport, ça a des immenses impacts environnementaux aussi. Donc, on sait, par exemple, la culture du coton bio va aider au niveau, tu n'auras pas d'OGM tout d'abord. Ensuite, au niveau de la santé des travailleurs, il n'y a plus d'enjeux. Par la suite, au niveau de la rétention d'eau, au niveau des sols, au niveau de la diversification, même de la faune, de la flore dans ces environnements-là. Donc, les effets sont multiples. Puis en tant que tel, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu penses que les grandes entreprises mettent autant de produits chimiques dans leurs produits? Parce que je veux dire, on sait clairement que c'est nocif, mais pourquoi ils le font à la base? C'est une excellente question. Évidemment, je n'ai pas de réponse verbatim de leur part ou quoi que ce soit. Mais selon tes recherches, admettons, qu'est-ce que tu as trouvé par rapport à ça, si tu en as fait? Là? Souvent, ça revient vraiment à une question purement financière, malheureusement. Puis ça, on le voit lorsqu'il y a des fluctuations. Donc, par exemple, même au niveau des matières premières naturelles, d'origine naturelle, qu'ils vont utiliser, lorsqu'il y a des fluctuations, parce que c'est comme des marchés. Donc, il y a des marchés pour acheter, en fait, l'ensemble de ces matières naturelles-là. Donc, lorsque le cours de ces marchés-là va augmenter, souvent, ils vont diminuer le pourcentage de fibres de matières naturelles dans la composition des produits et vont le remplacer par des composantes chimiques qui sont beaucoup moins coûteuses. Donc, souvent, en fait, c'est ça qui va se passer. Puis même moi, je me suis fait challenger par certains partenaires, certains manufacturiers qui me disaient, quand je leur présentais ce qu'on était en train de développer, notre objectif, notre mission, qui disaient, « Oh, mais pourquoi, mettons, là, tu peux le faire 80% organique, là, mais 20% de chimique, tu vas faire plus d'argent, tu vas avoir des meilleures marges. » Puis là, je leur disais, mais en fait, vous avez vraiment rien compris à qu'est-ce qu'on essaie de faire. Je veux dire, donc, il y a vraiment aussi cette mentalité-là qu'il faut changer là, petit à petit. Là. Puis les manufacturiers, pour le fun, est-ce que c'était des hommes ou des femmes à qui tu parlais puis qui disaient de mettre le 20% de produits chimiques? Les deux. OK. Ouais. OK. Intéressant. C'est intéressant. C'est sûr, c'est encore une industrie qui est très masculine. Oui, c'est ça, je me dis en général, mais quand même, c'est impressionnant que des femmes te disent « Ouais, non, pire, mais comme quand même des produits chimiques, comme je mets ça dans mon corps. » Oui, je pense que c'est ça. On a tous... voilà, c'est un peu comme... Des éducations différentes aussi, tu sais, puis... Je veux dire, t'as juste à regarder la composition des paniers, des fois, d'épicerie, par rapport au choix, tu sais, de quelqu'un qui va prendre des aliments qui sont tout transformés versus quelqu'un qui va prendre davantage de fruits, de légumes ou qui va prendre des aliments qui ne sont pas déjà transformés avec plein d'additifs, là. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, des fois, je me dis... Des fois, je me demande, parce que comme, tu sais, les produits naturels, des fois, ça revient tellement plus cher au coût des fruits et légumes qu'on voit aujourd'hui versus un truc congelé que tu pourrais acheter qui va te nourrir pendant 4 jours. Des fois, je suis comme, no wonder qu'on est tellement pas en santé dans notre société et tout. Mais ça, bon, c'est un autre sujet qui est pas tant par rapport aux règles, mais... Mais qui revient à la question d'éducation. Oui, exactement. Parce que
tu sais, tu dis ça, puis je suis d'accord, le prix des fruits et légumes, 100%. Mais si tu regardes, par exemple, acheter du riz en gros, il y a beaucoup d'aliments, en fait. C'est une question, souvent, il y en a beaucoup qui ne savent même plus cuisiner. Donc, tu sais, c'est vraiment une question de... Aussi. Ben, si tu achètes, en fait, tes différents aliments de base, si tu sais cuisiner, ben, ça va te coûter beaucoup moins cher et tu vas avoir beaucoup moins de transformation. Donc, de facto, par la suite, tu vas être davantage en santé, là. Donc, ouais, ça a quand même des impacts, là, à long terme. C'est sûr, ouais. En tant que tel, je peux comprendre, là, mais ouais, je suis quand même impressionnée qu'une femme t'ait dit que tu peux quand même mettre 20% de produits chimiques. Ouais. Éducation. C'est ça. C'est une question d'éducation. Puis, je pense que aussi, malheureusement, puis ça m'a choquée parce que des fois, on appelle un peu au hasard différents clients, clientes pour savoir, mieux comprendre, en fait, qui achète nos produits, pourquoi, s'assurer qu'on répond bien aux différents besoins. Et j'ai réalisé qu'on en avait beaucoup, que c'est parce qu'ils avaient eu des cancers. Oh my God, OK. Ouais. Donc, justement, ces personnes-là me racontaient qu'ils ne faisaient pas attention à nécessairement, pas tout le monde, là, mais certaines qui n'avaient pas nécessairement une attention particulière aux différents produits. Et c'est quand, justement, malheureusement, ils ont eu des cancers ou encore là, beaucoup d'irritation. Donc, beaucoup de gynécologues qui vont justement dire qu'est-ce que tu utilises comme produit menstruel? Et qui, là, ils réalisent en fait, il faut qu'il aille vers quelque chose qui est 100% organique. Et il n'y a pas vraiment d'options en ce moment sur le marché. Donc, souvent, en fait, on reçoit des courriels, même de leur part, pour nous dire « Wow, merci d'exister. Enfin, une solution. On est hyper contents. » Mais, ouais, souvent, des fois, ça prend des éléments wake-up calls en tant que tel. Mais est-ce que vous travaillez avec des cliniques gynécologiques? On a certaines cliniques avec qui on travaille. On espère pouvoir travailler là avec plus. C'est sur notre roadmap pour l'année. Puis, admettons, en tant que tel, parce que je sais que ta mission, c'est de rendre ça le plus accessible possible. Ouais. Est-ce que Iris et Arlo, vous voyez aussi grandir à l'international ou est-ce que tu prévois en ce moment plus rester sur le marché canadien? Ouais, donc là, c'est sûr qu'on est, étant une entreprise qui est établie à Montréal, là, avec, les Jean Coutu, Brunet, Family Prix, Avril, etc., on réussit à rejoindre beaucoup de personnes au Québec. Notre objectif, c'est vraiment de faire de même avec une aussi belle, je vais dire, densité à travers le Canada. Puis, évidemment, là, on a des visées internationales parce que notre objectif, c'est que tout le monde puisse, lorsqu'il arrive dans un rayon ou encore en ligne, faire un choix qui est éclairé par rapport au type de produits là, qui ont de disponibles. Puis, en tant que tel, pour déstigmatiser l'accès aux produits menstruels et tout, je sais que tu parlais un petit peu plus tôt de l'éducation que vous faites. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans les écoles, j'imagine, c'est secondaire, pour éduquer les filles et les hommes, j'imagine, par rapport aux règles? Oui, donc l'éducation, en fait, est vraiment au cœur de notre démarche. Je te dirais, c'est pas juste au secondaire, ça commence à l'école primaire. Effectivement. Parce que l'âge moyen, c'est environ autour de 12 ans que les gens vont avoir leurs premières règles. Des fois, c'est beaucoup plus tôt. J'entends énormément de parents me dire « Ouh! » Moi, mon enfant a eu ses règles à 8 ans. Oh my God, OK. Je veux dire, c'est encore... c'est ça, c'est vraiment très jeune. Mais après ça, il y en a aussi que, à 16 ans, c'est là qu'ils vont avoir leur première règle. Puis c'est correct. Il n'y a pas de... Tu sais, je pense pas qu'il faut vraiment là, venir trop standardiser la chose ou quoi que ce soit. Là, chacun va les avoir au moment où ça convient, mais... C'est ça, on va vraiment faire des ateliers conférences autant dans les écoles secondaires, primaires, les universités, dans les entreprises, dans les lieux de travail. On a plusieurs dizaines de sujets d'ateliers, conférences qu'on aborde, puis que l'organisation va choisir là, ce sur quoi ils souhaitent qu'on intervienne. On fournit aussi toujours, on a toute une bibliothèque de contenu éducatif qui couvre les sujets allant justement des premières règles jusqu'à la ménopause. Okay. Ce sont des guides qui sont extrêmement détaillés. Donc, autant les gens qui ont pas de menstruation peuvent consulter. On a même des guides, par exemple, t'es un parent... Il y a malheureusement de plus en plus de parents monoparentales. Donc, on a beaucoup de papas qui nous écrivent, qui disent « Ouh, OK, comment est-ce que je me prépare à ça? Parce que si ça arrive le week-end ou la semaine, que c'est chez nous, qu'est-ce qu'il faut que j'aie?
dans mes tiroirs? Comment est-ce que j'aborde le sujet? Est-ce qu'il y a des étapes, des photos, des images, en fait, étape par étape sur comment ça fonctionne? Donc, tu sais, on les accompagne aussi là, à ce niveau-là. On a également, en fait, là, tout un projet aussi qui s'en vient très, très bientôt, qui va toucher là, davantage au niveau éducation. Puis évidemment, tu sais, sur nos réseaux sociaux, sur notre site web, sur notre blog, on couvre énormément de contenu éducatif que, justement, les gens peuvent, je vais dire, consommer bouchée par bouchée parce que ça peut rapidement devenir un sujet là, qui est assez dense en tant que tel, là. Ben, c'est sûr. Mais en tout cas, moi, c'est le genre de ressources que j'aurais adoré avoir lorsque j'étais au primaire, secondaire. Puis même, je veux dire, plus je grandis, plus je recommande aux gens d'aller voir ça parce que c'est tellement important de s'éduquer. Puis aussi, veux pas, plus le temps avance, plus les gens vont commencer à avoir des enfants aussi dans mes amis. Fait que comment est-ce que tu vas aborder le sujet sans que ce soit tabou ni malaisant? Je pense que ça va être vraiment, vraiment intéressant. Puis je suis certaine qu'Iris Arlot va continuer à grandir. Mais en tant que telle, j'ai une dernière question pour toi, Lara, que je pose à toutes mes invitées. Puis, c'est qu'est-ce qui te rend fière d'être femme? En fait, ce qui me rend vraiment fière d'être femme, c'est justement ce pouvoir de créer. On peut donner la vie, mais aussi, à travers notre cycle menstruel, en fait, on va vivre différentes phases. Et ben, on a des moments où est-ce qu'on est beaucoup plus créatif, où justement, on a comme plus de limites, j'ai l'impression, puis où ça va nous permettre d'aller puiser dans une espèce d'énergie qui est assez unique. Et je pense qu'il y a vraiment une espèce de collectif féminin, une réelle sororité qui nous rend très, très forte et ben, qu'on gagne à découvrir puis à s'investir dedans. Donc, moi, c'est ça qui me rend fière. Puis, ben, j'espère qu'avec Iris et Arlot, les prochaines générations vont se dire, ben en fait, c'est tout à fait normal qu'on parle de menstruation, qu'on parle de cycle dans notre quotidien, que ce soit plus quelque chose qui soit tabou, mais aussi que tout le monde ait accès dans l'ensemble des salles de bain à des produits menstruels. Ben en tout cas, Lara, pour moi, t'es entièrement sur ta mission, je veux dire, avec la déstigmatisation des règles, l'éducation que tu fais, l'offre de produits que t'as. Je trouve ça absolument impressionnant. Je suis tellement, tellement contente qu'il y ait les produits Iris et Arlot sur le marché en ce moment. Mais merci énormément d'avoir participé au podcast. J'ai adoré en apprendre sur toi et ta compagnie. Puis j'ai très, très hâte d'avoir la suite pour Iris et Arlot et pour toi. Merci énormément pour l'invitation. Puis ben, moi, je vais continuer à vous écouter dans tous mes déplacements.